Bonsoir tout le monde, bienvenue sur les chroniques et ce soir nous allons parler bien sûr du dernier film réalisé par Matt Reeves de Batman. On va faire un survol de la production, également donner ma critique personnelle, points positifs et négatifs. Donc c'est parti pour The Batman. Donc, The Batman, réalisé par Matt Reeves, sorti en début d'année, donc en mars 2022. Cela marque le 9e film sur le personnage de Batman, créé par Bob Kane, et il ne fait pas partie de l'univers cinématographique DC comme un temps annoncé. Le film a été réalisé par Matt Reeves, qui a écrit le scénario avec Peter Craig. Il met en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne Batman, aux côtés de Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkins et Colin Farrell. Le film voit Batman qui combat le crime à Gotham depuis 2 ans, découvrir la corruption tout en poursuivant le Riddler, donc le Sphinx, joué par Paul Dano, un tueur en série qui cible l'élite de Gotham. Mais avant que le projet tombe entre les mains de Matt Reeves, il était entre les mains de Ben Affleck. Ben Affleck a joué le rôle de Bruce Wayne Batman pour plusieurs films se déroulant dans l'univers étendu d'ici, le DC Extended Universe. Il a fait ses débuts dans Batman v Superman en 2016, quelques mois plus tard dans Suicide Squad dans la même année, et en Justice League en 2017. En 2014, la Warner Bros. A révélé des plans pour un film autonome sur Batman avec Ben Affleck. Il était en négociation pour diriger et coécrire le scénario avec Geoff Jones pour juillet 2015. La production devait commencer après qu'Affleck ait terminé le travail sur Live by Night prévu pour 2016. Affleck et Jones ont terminé le premier brouillon du scénario en mars 2016, se déroulant après les événements de Batman v Superman et de Justice League. Le scénario racontait une histoire originale inspirée d'éléments de bande dessinée, une approche qu'Affleck a comparée au réalisateur Zack Snyder Batman v Superman Story. Une influence spécifique d'Arkham Asylum à Serious House on Serious Hurt sorti en 89 et de Knightfall de 92 à 94. Ainsi que du jeu vidéo Batman Arkham Asylum sorti en 2009. De la photographie, Robert Richardson, qui a été attaché au début du développement, a confirmé que le scénario se déroulait principalement à l'asile d'Arkham. Il a présenté Slade Wilson, Deathstroke orchestrant une évasion à Arkham pour fatiguer Batman et le rendre vulnérable, avant de le combattre dans les rues de Gotham pendant l'apogée. Batgirl devait apparaître et aider Batman. Jones a déclaré que le film explorait également la mort de Robin qui avait été évoquée dans Batman v Superman. Ça nous annonçait du lourd quand même, là. L'acteur Jeremy Irons sera de retour dans le rôle d'Alfred Pennyworth et l'acteur Joe Manganiello est choisi pour jouer Deathstroke. Manganiello explique que Deathstroke croyait que Batman était responsable de la mort de son fils et était décrit comme démantelant systématiquement la vie de Batman en tuant ses proches comme un méchant de film d'horreur. Il a même comparé l'histoire au film The Game de David Fincher. Zack Snyder a apprécié l'histoire et a filmé une scène post-crédit pour Justice League mettant en vedette Lex Luthor révélant l'identité secrète de Batman à Deathstroke pour aider à mettre le film en place. Affleck a révélé que le titre était The Batman en octobre et en décembre, il a déclaré que le tournage était sur la bonne voie pour commencer à la mi-2017 pour une sortie 2018. Chris Terrio, avec qui il a écrit Argo en 2012, est engagé pour réécrire le script. Affleck a commencé à avoir des réserves sur la réalisation du film et a annoncé en janvier 2017 qu'il quittait son poste de réalisateur mais qu'il prévoyait toujours de jouer et de produire le film. Il a d'abord dit qu'il avait démissionné pour se concentrer davantage sur son rôle de Batman et a rapidement déclaré qu'il n'avait pas pu obtenir le scénario qu'il voulait. Il estimait également qu'il était peut-être temps pour quelqu'un d'autre de tenter sa chance. Affleck a ajouté plus tard qu'il ne pensait pas qu'il aurait été capable de diriger le film et il a estimé qu'il devrait être réalisé par quelqu'un qui aimerait y travailler. À l'époque, la Warner Bros. Réévaluait son approche des films de super-héros après la sortie de Batman v Superman, ce qui a conduit le film d'Affleck à être mis à l'écart selon Boris Kitt du Hollywood Reporter, qui est une source d'information extrêmement fiable. La scène post-crédit de Justice League a été modifiée en post-production pour taquiner la Ligue de l'Injustice dans une suite de la Justice League au lieu du rôle de Deathstroke dans The Batman. Matt Reeves, Matt Ross, Ridley Scott, Gavin O'Connor, George Miller, Denis Villeneuve et Fede Alvarez étaient tous considérés comme des remplaçants d'Affleck en tant que réalisateur. Reeves, un fan de longue date de Batman, est rapidement passé en tête de la liste restreinte et a entamé des négociations après avoir rencontré la Warner Bros. Le 10 février 2017. Le studio Warner Bros. A envoyé à Matt Reeves une copie du scénario, mais Matt Reeves a estimé que la prise de Ben Affleck, bien que totalement valable, n'était pas le film qu'il voulait faire. Reeves ne voulait rejoindre le groupe que s'il avait une garantie d'un contrôle créatif total. Et le président de la Warner Bros. Pictures, à ce moment-là, Toby Emmerich, qui voulait qu'un auteur réalise le prochain film de Batman,
Batman a été impressionné par les idées initiales. Donc, Matt Reeves est embauché pour diriger The Batman le 23 février. Il devait également produire le film avec Dylan Clark. Matt Reeves n'était pas disposé à partager sa vision complète avec le studio alors qu'il travaillait sur War for the Planet of the Apes sorti en 2017 et Warner Bros a accepté de retarder la production jusqu'à ce qu'il soit disponible. Matt Reeves commencera à travailler sur le scénario en mars 2017. Il avait initialement prévu de conserver les liens de The Batman avec le DC Extended Universe et a parlé avec Ben Affleck pendant le processus d'écriture, mais a rapidement retravaillé l'histoire pour se concentrer sur Batman plutôt que dans sa carrière de justicier avec des plans pour choisir un jeune acteur pour jouer Batman. La Warner prévoyait de remplacer Ben Affleck d'ici juillet 2017. En août 2018, Affleck est allé en cure de désintoxication pour abus d'alcool et il était peu probable qu'il reprenne son rôle dans le film après ça. En janvier 2019, la Warner Bros. A fixé la date de sortie du 25 juin 2021 pour le film de Batman, et Ben Affleck a confirmé par la même occasion qu'il ne jouerait plus le rôle. Affleck a expliqué qu'il avait démissionné en raison d'une combinaison de facteurs, notamment son divorce avec l'actrice Jennifer Garner, la production tumultueuse de Justice League, son manque de plaisir dans le rôle à ce moment-là et ses problèmes d'alcool, ainsi que la mort de la fille de Snyder, Autumn, qui a conduit le réalisateur à quitter le projet et la longue suite reprise pour le film. Affleck a rappelé qu'il avait montré une version du scénario de The Batman à un ami. L'ami lui a répondu « Je pense que le scénario est bon. Je pense aussi que tu vas te saouler à mort si tu traverses ce que tu viens de traverser sur Justice League à nouveau. » Reeves a pris le relais et a travaillé l'histoire, supprimant les connexions au DCU et a cherché à explorer le côté détective de Batman plus que dans les précédents films, s'inspirant des films d'Alfred Hitchcock et de l'ère New Hollywood, et de bandes dessinées telles que Year One sorti en 87, The Long Halloween de 96 à 97 et Echo sorti en 2000. Pattinson a été choisi en mai 2019 avec le reste du nouveau casting fin de la même année. Mais avant que Pattinson obtienne le rôle, il était en compétition avec d'autres jeunes acteurs. Robert Pattinson, Nicolas Hoult, Armie Hammer et Aaron Tyler Johnson étaient sur la liste restreinte pour remplacer Ben Affleck en tant que Batman. Le réalisateur Matt Reeves a écrit le script avec Robert Pattinson à l'esprit après avoir vu sa performance dans le film Good Time sorti en 2017, mais elle n'était pas sûr s'il serait intéressé. Robert Pattinson avait évité les grands films de franchise hollywoodiens depuis son travail sur la série Twilight de 2008 à 2012 car il trouvait ses rôles ennuyeux et voulait éviter l'attention des paparazzis. Ça signifiait qu'il n'était pas apparu dans l'univers cinématographique Marvel de Marvel Studios, ce qui le rendait désirable pour le studio Warner Bros. L'autre acteur qui faisait concurrence à Robert Pattinson était Nicolas Hoult, qu'on avait pu remarquer dans la saga X-Men dans le rôle du fauve. C'est toi le fauve? Je comprends pas trop ce que vous me dites. Il va falloir vous en aller. Allez, quoi? T'es sûr qu'il n'y a pas de fauve caché là-dessous? Non. Allez. Il est pas là, je vous dis. Allez, mon petit fauve. Non. Le réalisateur a passé des heures à revoir les travaux antérieurs de Pattinson et de Hoult avant de les rencontrer en avril 2019. Ils étaient les seuls prétendants au rôle et tous les deux se sont envolés pour Burbank en Californie pour un test d'écran et un test de costume. Pattinson a été choisi le 31 mai avec un salaire de 3 millions seulement. Apparemment, c'est vrai, Robert Pattinson aurait touché seulement 3 millions pour jouer dans The Batman. Mais c'est sûr que si on le compare au salaire de Christian Bale pour Batman Begins, si en 2005, le salaire de Christian Bale aurait été de 9 millions de dollars à l'époque, si je ne me trompe pas, ce qui équivaut environ à 12-13 millions de dollars aujourd'hui. Il en va de même pour Michael Keaton lorsqu'il a été choisi pour jouer Batman en 89. Je pense qu'il a gagné pas loin de 5 millions de dollars pour le premier et 10 millions pour la suite. Val Kilmer et George Clooney étaient également bien supérieurs au salaire de Pattinson pour Batman. Ils ont reçu respectivement 7 et 10 millions de dollars. Concernant Ben Affleck, son salaire n'est pas vraiment clair. Supposé qu'il est à peu près similaire à celui-là de Christian Bale pour le même personnage. Donc, comparé à tous les autres acteurs de Batman, le salaire de Pattinson est certainement au bas de l'échelle, surtout par rapport au salaire de Christian Bale pour Batman Begins. Ça veut pas dire que Pattinson n'est pas un bon acteur, juste qu'il n'a pas encore prouvé à quel point il peut être gros box-office. Bien que la présentation de Batman ait certainement aidé, il est possible et probable que le salaire de Pattinson augmente pour la suite de The Batman. Le tournage a commencé au Royaume-Uni en janvier 2020, mais a été interrompu en mars par la pandémie du COVID-19. Il a repris plus tard dans la même année et s'est terminé à Chicago en mars 2021. Après que la pandémie causait deux retards à sa date de sortie initiale de juin 2021, The Batman a été repoussé en mars 2022 et est sorti en salle le 4 mars. Le film a été un succès commercial et a rapporté plus de 770 millions de dollars au box-office contre un budget de 185 à 200 millions, ce qui en faisait le 6e film le plus rentable de 2022. Le film a reçu de très bonnes critiques positives de la part des critiques avec des
éloges pour la performance des acteurs, pour sa bande sonore, la cinématographie, la réalisation de Matt Reeves, les séquences d'action et d'histoire. Même si le film a reçu quelques mauvaises critiques, le Batman de Matt Reeves est destiné à lancer un univers partagé avec 2 suites prévues et 2 séries télévisées dérivées en développement pour HBO Max. Matt Reeves nous a donné un bon film de Batman, pas le meilleur, mais un très bon film. Le film est très bien réalisé, j'en attendais pas moins de Matt Reeves parce que j'ai bien aimé son Cloverfield, j'avais bien aimé aussi ses 2 volets de La Planète des Champs, c'était très bien réalisé, donc je savais que lorsqu'il a pris la place de Ben Affleck, je savais qu'on avait un très bon réalisateur qui pouvait faire de quoi de bien avec Batman. Le scénario d'Affleck avait adopté une approche beaucoup plus axée sur l'action, genre style James Bond, mais Matt Reeves voulait un récit beaucoup plus personnel. Il voulait explorer comment le mythe de Batman pouvait exister dans le monde réel et a choisi de mettre le film au cours de la 2e année de la carrière de Batman plutôt que de raconter l'histoire d'origine du personnage. Matt Reeves voulait pouvoir créer une version de Batman avec un aspect personnel et estimait qu'il ne devrait pas être obligé d'être connecté à d'autres aspects de l'univers DC, donc du DC Extended Universe. Et comme la Warner voulait incorporer le multivers dans ses futures productions DC, ça a permis à Matt Reeves de prendre le projet sous sa propre direction. En conséquence, le film se déroule dans un monde séparé connu sous le nom de Terre 2. Matt Reeves nous raconte dans le fond l'histoire de Batman qu'il est à Gotham seulement depuis 2 ans en tant que justicier, donc il débute sa carrière. Il amène Batman à nous croiser plusieurs personnages de son univers comme Catwoman, le Pingouin, Carmine Falcone, toujours aux côtés de Alfred bien sûr, James Gordon, le commissaire Loeb. Ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément du film, le fait qu'on croise beaucoup de personnages de l'univers de Batman. Ça, il n'y a pas grand réalisateur qui avait pensé à le faire avant. Cependant, Matt Reeves a cherché à s'assurer que Batman resterait au centre de l'histoire. Le Gotham représenté est très sombre, il mouille tout le temps, on est vraiment dans une ambiance à la Seven. D'ailleurs, on a eu beaucoup de comparaisons avec le film de David Fincher, justement. Effectivement, il y a des similitudes entre les 2 films. Le côté détective de Batman est vraiment mis en avant-plan. Matt Reeves nous donne de très beaux plans d'images de la ville de Gotham dans toute sa noirceur, dans toute sa pollution de corruption. Bref, c'est beau à regarder. Matt Reeves savait très tôt que le film s'inspirait de Batman de Long Halloween et de sa suite Dark Victory, mettant en vedette un Batman chassant un tueur en série. Matt Reeves a décidé d'utiliser le Sphinx, donc le Riddler, après avoir noté des parallèles entre le personnage et le tueur du Zodiac, un tueur en série costumé qui a opéré en Californie dans les années 60. Le film de Matt Reeves peut très bien se placer aux côtés des autres excellents films de la saga. À l'époque, on avait eu droit à un Batman réalistique de la part de Christopher Nolan, mais là, Matt Reeves a fait ça genre mais fois 1000. C'est sur tout, là. Tu sais, on pourrait quasiment dire que n'importe qui pourrait être Batman dans ce film-là. Que ce soit sa Batmobile, sa moto, ce qui lui sert de Batcave et de technologie, même pour son costume, tout est représenté pour que ce soit le plus réel possible. C'est tous des prototypes. Batman est vraiment dans une 2e année seulement de service à Gotham, donc il teste son équipement, puis c'est ce qui est vraiment intéressant. Mais c'est tellement réaliste que, tu sais, des fois, à un moment donné, tu sais, sa Batmobile, moi, personnellement, j'ai pas trippé tant que ça, là. Tu sais, c'est comme un gros char sorti de l'univers de Fast and Furious, boosté à nitro, tu sais. Honnêtement, là, c'est pas l'image que je me fais d'une Batmobile. Pour moi, une Batmobile, c'est ça. Ça a de la gueule, ça c'est de la Batmobile. Mais je comprends qu'on a voulu faire un film plus réaliste, donc logique que la Batmobile soit un peu plus réaliste. Après ça, sa technologie dans sa Batcave, si tu vois que c'est de la technologie quand même à la fine pointe, mais elle n'est pas parfaite. Fait qu'elle a des défauts, fait que, tu sais, c'est le fun de voir ce côté-là également, d'explorer. Le film est vraiment présenté de façon la plus réelle. Dans une scène du film, Batman monte au-dessus de la tour du poste de police de Gotham pour pouvoir sauter du toit, comme il le fait traditionnellement dans tous les films ou encore dans les comics. Et une fois rendu sur le toit et sur le bord de la corniche, sur le point de sauter, il fait comme pogner 2 minutes et il se rend compte qu'il est haut en sacrement, puis qu'en plus, il y a des vertiges, fait que, tu sais, puis il utilise un peu en même temps les mêmes choses que les
militaires ou encore le monde qui aime le sport extrême. Là, je me souviens plus comment ça s'appelle, ce genre de machin-là. Et comme on suit un Batman en début de carrière, ben, il a pas dû se retrouver aussi souvent que ça dans des hauteurs aussi hautes pour pouvoir sauter. Bref, ça amène vraiment le côté réaliste au personnage. C'est ce qui est très, très agréable de voir. Mais j'aurais probablement plus trippé si j'aurais pas eu le droit à la trilogie de Christopher Nolan qui avait exploré également un Batman réaliste. Il est juste moins réaliste que celui de Matt Reeves. Si j'aurais pas eu cette trilogie-là, j'aurais peut-être plus trippé sur le film, mais comme ça avait déjà été exploité un petit peu avant, ben, ça m'avait un peu déçu. Parce que dans un sens, à un moment donné, je paye pour voir Batman. Donnez-moi du Batman. J'ai pas envie de voir mon voisin d'à côté déguisé en Batman. Je veux voir Batman. Direct au début du film, il y a une scène qui m'a vraiment gossé. Là. On entend comme Robert Pattinson, dans le fond, parler en voix off. Il explique un peu sa vie, puis il nous amène dans son univers. Là. Donc, il nous dit que ça fait 2 ans qui est à Gotham, qui essaie de faire régner l'ordre, puis là, tu vois en même temps, pendant qu'il parle, ben, tu vois des images de la ville, puis tu vois comme son bat-signal d'accroché, puis tu vois des voyous, des gangs rivales, puis des affaires de même. Tout d'un coup, ben là, Batman sort de l'ombre devant une gang de voyous, il y en a un qui s'avance devant lui pour y faire face, puis il dit « Hey, toi, t'es qui? » « T'es qui? » Chris, t'as pas suivi, toi? Le film vient de commencer, t'as pas suivi l'histoire. Le gars, il dit qu'il est Batman, ça fait 2 ans qu'il est justicier, là. Il y a un bat-signal dans le ciel qui dit, Chris, que c'est Batman, ils ont besoin de Batman. Chris, t'es où? Dis quoi, toi? Hein, t'as pas compris, t'as pas suivi? I'm vengeance. À la limite, dis, je suis Batman, tu sais, dis pas, je suis vengeance, je suis noirceur. Oh my god, doublé, c'était un misé. L'iconisation est quelque chose que j'adore, surtout dans un film de super-héros. Mais malheureusement, le film souffre énormément de ce manque de plan-là, à ma grande déception. Et un personnage comme Batman est l'occasion parfaite, que ce soit dans les films de Tim Burton, avec le Bat Keaton, on avait droit à des beaux plans d'iconisation qui nous rappelaient énormément des images de vieilles bandes dessinées de Batman, Christopher Nolan, qui avait également exploité un Batman réalistique, a eu quand même de très belles occasions de revitaliser son personnage principal à travers de beaux plans de caméra. Même dans les Batman de Joel Schumacher, on avait droit à de l'iconisation à un minimum, et le film était tourné entièrement en studio. Et puis, le résultat était quand même très bien. C'est long, c'est 3 heures et ça avance à un rythme assez lent. Donc, les longueurs, on les ressent beaucoup. Surtout les scènes entre Batman et Catwoman montrent vraiment énormément les émotions des personnages à travers des plans très longs. Je pense pas qu'on aurait pu couper des scènes complètes, mais seulement raccourcir certaines scènes. Pattinson s'est intéressé au rôle 1 an à l'avance et a continué à le vérifier de manière obsessionnelle. Fans de longue date de Batman, il avait des idées sur la façon d'apporter une représentation unique de la relation entre les activités de super-héros de Batman et son identité en tant que Bruce Wayne par rapport aux adaptations cinématographiques précédentes. Pattinson a rencontré des réactions négatives de la part de certains fans de Batman avec une pétition appelant à annuler la décision de l'avoir choisi. Pattinson a déclaré qu'il avait trouvé la réponse moins grosse qu'il l'avait prévu et qu'il estimait qu'être un outsider signifiait qu'il n'avait pas d'attente à satisfaire dans sa performance. Christian Bale, qui a joué Batman dans la trilogie de Dark Knight de Christopher Nolan de 2005 à 2012, a soutenu Pattinson, l'encourageant à s'approprier le rôle et à ignorer surtout les critiques. J'ai vraiment un problème avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman. Pour moi, ça le fait pas. Il n'y a pas une gueule de Batman, encore moins en Bruce Wayne. Puis je pense que les 3 autres acteurs étaient de meilleurs choix, personnellement. Je trouve qu'il y a une babyface, puis je sais pas, ça prend un minimum de maturité, je pense, dans le visage pour jouer Batman. Puis je trouve pas que Pattinson avait se dégageait cette aura-là. Puis c'est ça. Il y a des rôles qui sont faits pour des acteurs et d'autres qui le sont pas. Mais qu'on se comprenne bien, là, je dis pas que Robert Pattinson n'est pas un bon acteur, je fais juste dire que c'était pas nécessairement un rôle fait pour lui. Je sais que ces dernières années, il a travaillé très fort pour se détacher justement de l'image d'Edward dans Twilight. Il a tourné aux côtés de Christopher Nolan dans Tenet. Il a tourné aux côtés de William Dafoe dans Lighthouse, que je n'ai malheureusement pas vu, mais apparemment que c'est très bon. Et il a tourné aussi avec David Cronenberg, entre autres, dans Cosmopolis. Anyway, c'est pas mal rendu une tradition. À chaque fois qu'un nouvel acteur est choisi pour jouer Batman, ben ça fait toujours débat. D'ailleurs, un qui avait fait énormément de débat dans le temps, c'était Heath Ledger en Joker.
C'est fou, hein? Le rôle de Catwoman a été confié à Zoe Kravitz, qui fait quand même une bonne interprétation du personnage. On peut la placer à côté des autres excellentes actrices qui ont joué le rôle. Non, c'est une très bonne Catwoman. J'ai pas grand-chose à dire sur la performance de Zoe Kravitz. En ce qui concerne le rôle de James Gordon et d'Alfred, je dirais que oui, ça le fait. Les acteurs sont quand même très bons. Andy Serkins en Alfred, il est très bon. En ce qui concerne James Gordon, oui, ça le fait aussi, mais seulement, tu sais, des fois, on a l'impression que si Batman ne serait pas dans le film, ben, Colin, on a l'impression que Gordon, ben, il serait pas capable de résoudre bien grand-chose dans son enquête. Là, John Turturro et Colin Farrell, qui jouent respectivement Carmine Falcone et le Pingouin. Petite attention particulière sur Colin Farrell, sérieusement, moi personnellement, j'en aurais voulu plus. Très bon dans son rôle, très méconnaisseur parce qu'ils ont mis du latex, tout pour le transformer. Bref, Colin Farrell est un des personnages, un des acteurs qui se démarque le plus dans le film. Dommage qu'on le voit pas plus souvent. En ce qui concerne John Turturro, il incarne très bien un Carmine Falcone. Il joue très bien le mafieux, ça le fait. On le voit pas beaucoup, comme aussi le Pingouin, ils sont pas beaucoup présents dans le film. L'interprétation des acteurs dans les deux rôles, c'est correct, ça le fait. C'est juste plate qu'on n'en voit pas assez. Concernant Colin Farrell et le rôle du Pingouin, ben il y a un acteur qui s'appelle Richard King, qu'on a pu voir dans des seconds rôles au cinéma et surtout dans des séries télé comme The Watcher, disponible depuis quelques mois sur Netflix. Je trouve que l'acteur a vraiment la même carrure, la même forme de visage que celui de Colin Farrell, de celui qu'ils ont donné à Colin Farrell pour le rôle du Pingouin, mis à part la cicatrice peut-être. Peut-être que ça aurait coûté moins cher de faire jouer cet acteur-là que d'engager Colin Farrell, mais on parle peut-être pas du même talent d'acteur aussi. Non mais sérieux, regardez, c'est quand même flagrant, c'est pas moi qui est cave là quand même. On arrive donc au Nemesis, le méchant principal du film, le Riddler, alias l'homme mystère, joué par Paul Dano. Paul Dano est le 4e acteur à interpréter le personnage du Sphinx. Il a été joué dans les années 60 par Frank Gorshin. Il a ensuite été joué par Jim Carrey en 95 dans Batman Forever. Et ensuite, dans la série Gotham, il sera joué par un jeune acteur, Corey Michael Smith. Paul Dano est un bon acteur. Il joue un homme mystère très différent de ce qui a été fait avant. J'aime beaucoup son jeu. J'aime beaucoup comment il a amené le personnage, comment il l'a développé. Seulement, c'est un peu bizarre que chaque acteur qui joue un méchant dans un film de super-héros font, je sais pas moi, qui déculpe la folie ou la démence, là, puis il faut toujours qu'il se la joue à la Joker, tout le temps, comme Jesse Eisenberg dans Batman v Superman, qui avait mis un brin de folie à la Joker dans son interprétation, alors que c'est vraiment pas ça, Lex Luthor. Ensuite, on a eu Tommy Lee Jones dans Batman à jamais, qui jouait Two-Face, qui se l'est vraiment joué à la Joker aussi, en mettant trop de folie. Et là, Paul Dano qui décolle dans ses moments de délire. Pourquoi faire ça? Le Sphinx, c'est pas ça. Enfin bref, en ce qui concerne la performance de Paul Dano dans le rôle du Sphinx, ben oui, j'ai bien aimé cette nouvelle version du personnage, de nous le dépeindre comme un genre de serial killer. J'ai malheureusement pas embarqué dans ses délires à la Joker, tout simplement. Parlant du Joker, eh bien, disons qu'il s'est fait assez silencieux et assez absent du film, mais apparaît à la toute fin, lors d'une dernière scène de conversation entre lui et l'homme mystère, vu que la cellule que l'homme mystère occupe est celle direct à côté du Joker à l'asile d'Arkham. Ben, une autre scène avait été tournée, mais coupée au montage final du film, mais disponible sur YouTube. On pouvait apercevoir Batman en train d'interroger le Joker afin de lui donner un coup de main sur l'enquête qu'il mène sur l'homme mystère. Ce qui nous indique, durant les 2 premières années du film où le film se déroule, justement, que Batman a déjà eu affaire au Joker. L'acteur choisi par Matt Reeves pour incarner le Joker est Barry Keoghan, qu'on a pu apercevoir dans le film The Eternals pour le rival Marvel, et également il a joué un second rôle pour Christopher Nolan dans Dunkirk. La version du Joker inspirée pour le film de Matt Reeves est bien sûr tirée de la bande dessinée Joker de Brian Azzarello et de Lee Bermejo. Je sais pas si c'était une simple rumeur, mais j'avais entendu dire que les auteurs de cette BD s'étaient inspirés énormément de la version du Joker de Heath Ledger, vu les cicatrices qu'on peut voir de chaque côté du visage qui sont assez visibles sur les images. En passant, c'est une excellente BD, je vous la conseille fortement. L'histoire est vraiment centrée sur le Joker. On le suit à sa sortie de l'asile d'Arkham. Il vient d'avoir son congé, puis il veut récupérer Gotham et ce qui lui revient. Donc il croise, comme dans le film, plusieurs personnages de son univers, comme le Sphinx, le Pingouin,
Pingouin, Two-Face, Harley Quinn. On peut y apercevoir Batman également, mais seulement à la toute fin. Sérieusement, un excellent comique. Mais le rendu en image réelle, en ce qui concerne de nous montrer ce Joker-là à l'écran, ben ça le fait pas vraiment. J'ai plus l'impression de regarder Toxic le Ravageur. Non, mais sérieux, regardez-moi ça à face, tu sais, c'est vraiment défiguré, là. Je comprends pas le trip de l'avoir déformé le visage, de l'avoir complètement, il changeait le sourire, là, la gueule, c'est tout déformé, c'est urk. Et surtout savoir qu'est-ce qui a poussé Matt Reeves à choisir ce jeune acteur-là pour jouer un des méchants les plus emblématiques de l'univers de Batman. Bref, j'espère qu'il sera plus travaillé dans les prochains films. Le film contient de très bonnes scènes, puis l'intensité est très élevée à certains moments, puis on est là sur notre banc, puis on est là, puis on attend, puis on est là. Ah, ok, c'est juste ça. Puis le pire, c'est que ça arrive dans plein de scènes dans le film. L'intensité, ça grimpe au bout, la tension monte au fond, puis tu fais ok, il va se passer de quoi, puis ah, ok, c'est juste ça. Comme la scène de la Batmobile où l'intensité grimpe, il ne cesse de grimper, mais c'est comme trop long. Puis là, tu sais, on entend le moteur de la Batmobile gronder, puis là, tout ça pour finalement la voiture cale, dans le fond. C'est comme plate, tu sais. Puis ah oui, en passant, la Batmobile crie. Oui, j'avais jamais vu ça. Ça fait genre un esti de bruit louche stressant. Tu sais, l'intensité monte au bout. On s'apprête à avoir une scène avec de poursuites avec la Batmobile. C'est full intense. Puis le char cale. Ça fait urk. Pourquoi? Ok, bon, c'est beau. C'est parce que là, s'il faut mettre le côté réaliste, bon, ok, c'est bon. C'est ça qui est tannant. Parce que le style côté réaliste est trop présent. Parlant de la scène de la Batmobile, en passant, c'est le fun. Moi, je suis un grand amateur de caméra à l'épaule un peu. Et la scène de poursuite est comme un peu filmée de cette façon-là. C'est juste qu'à un moment donné, ça bouge tellement qu'on se demande qu'est-ce qu'on est en train de regarder à certains moments. T'sais. La caméra qui est comme steadée en arrière de la Batmobile, qui nous montre les tonneaux du véhicule du Pingouin, ça fait juste wow! C'est un plan magnifique! Non, mais sérieux, c'est un plan extraordinaire, très peu exploité. La scène est vraiment très immersive, avec un plan d'iconisation où on voit Batman arriver au ralenti avec le mur de flammes en arrière, le véhicule virant à l'envers, fait qu'on voit vraiment le point de vue du Joker, c'est juste parfait. Sérieusement, c'est vraiment hot, mais... Ah! Non! Mais qu'est-ce que t'as à te crisser à la face là? Le plan était parfait comme ça coupait avant. J'ai dit le Joker, mais je voulais dire le Pingouin. Tu sais, on voyait la face du Pingouin, paf, on coupait là. Non! Il est allé se crisser à la face là. Tu sais, c'est comme si je faisais ça. Non, mais si ouais, Chris, il y avait un plan coupé, Chris, c'était bien lui. Si vous avez vu les bandes annonces, ben, vous avez vu l'action du film, ou à quel moment dans le film l'action est présente. Parlant d'action, ben, Matt Reeves est allé piocher quelques idées chez ses prédécesseurs, hein, parce que, surtout chez Christopher Nolan et dans sa trilogie, on va se faire un petit blitz de comparaison. Bref, The Batman reste quand même un bon film, mais il est loin d'être parfait, il est trop long, puis le côté trop réalistique m'a un peu tombé ses nerfs. J'aurais préféré voir un Batman plus comic accurate, ça aurait été beaucoup plus dans mes cas. Même si j'ai pas détesté le film, personnellement, j'aurais préféré et de loin le The Batman de Ben Affleck. Il avait l'air beaucoup plus riche en action, puis en plus, il nous offrait pour la toute première fois Deathstroke sur grand écran. Sérieusement, comparer The Batman au chef-d'œuvre de David Fincher 7, pas trop d'accord avec ça. De toute façon, moi, en partant, Pattinson en Batman, ça le fait pas. Je suis désolé. Aussitôt qu'il a été nommé comme nouveau Batman, j'étais aucunement convaincu. Mais je savais que j'allais quand même apprécier le film, puisque j'aimais bien le réalisateur. Cet été, on va avoir droit au film de Flash qui marquera le retour du Bat Keaton en Batman, et aussi la dernière fois qu'on va voir Ben Affleck dans le costume aussi. Est-ce que Keaton va revenir dans d'autres films? Pour l'instant, c'est comme plus clair avec la fusion et tout ce qui se passe. Mais bref, la bande-annonce est très très solide, sérieusement. Moi, je suis hypé au bout. Et juste revoir Michael Keaton dans son costume, c'était
C'était une full nostalgique. Le gars a 70 balles. Il est beaucoup plus convaincant dans le costume de Batman que Pattinson. Ce qui conclut cette vidéo sur The Batman. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker avec le petit pouce vert, commenter si vous désirez, ou encore à vous abonner à ma chaîne. Donc, sur ce, écoutez des séries et allez voir les films.